Mon fils m'a dit, maman, je vais vérifier les freins. Tu es âgé, c'est dangereux pour toi de conduire. Le lendemain, j'ai trouvé un traceur sous la voiture. Au lieu de faire un scandale, je l'ai retiré en silence et l'ai envoyé à la police. 3 heures plus tard, on m'a appelé et j'ai été glacé d'horreur. Mes amis, avant de commencer ce récit difficile, j'ai une petite demande à vous faire. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un j'aime. Cela aide des histoires comme celle-ci à être entendues. Et écrivez dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez. J'ai toujours chaud au cœur quand je vois combien nous sommes nombreux. Bonne écoute. Ma berline Bordeaux foncé n'a jamais été pour moi un simple assemblage de fer, de pistons et de caoutchouc. Pour une femme de mon âge, qui a passé sa vie debout avec un plateau à la main, cette voiture était bien plus. C'était ma forteresse, mon espace personnel inviolable où je ne devais rien à personne. Dans son habitacle, il y avait toujours une odeur de menthe poivrée et cette fragrance particulière, salée, de la mer froide, qui reste sur la sellerie après mes escapades dominicales sur la côte. Ces voyages étaient mon seul rituel, le moment où Olympiada Vassilievna Nikitina cessait d'être une ancienne serveuse, une mère ou une grand-mère. Elle devenait simplement un être humain regardant l'horizon. Je connaissais chaque son de ce moteur. Je sentais la moindre vibration du volant, comme une mère sent la respiration de son enfant endormi. C'est pourquoi, lorsque mon fils Anton a commencé ses discours sur la sécurité, quelque chose s'est noué en moi. Pas de peur, non, de pressentiment. Cela n'a pas commencé tout de suite. D'abord, il y a eu des allusions, puis des demandes insistantes. Et ce dimanche, tout s'est transformé en exigence. Anton et sa femme Angelina sont venus pour le déjeuner. J'avais mis la table dans le salon. De la gelée de viande, qu'Anton aimait depuis l'enfance, des tourtes aux choux, de la viande rôtie. Tout comme il faut. Mais l'atmosphère à table était lourde, comme l'air avant un orage. Angelina, dans son impeccable tailleur beige, était assise le dos droit et piquait avec dédain dans son assiette avec sa fourchette. Elle regardait toujours ma maison comme si elle estimait le temps que prendrait sa démolition. Olympiada Vassilievna. Commença-t-elle, sans même me regarder. Anton et moi avons regardé des brochures d'une maison de retraite à la campagne. Des pains, de l'air pur, des soins médicaux 24 heures sur 24. À votre âge, vivre seul dans une maison avec autant d'escaliers et de courants d'air, c'est irresponsable. J'ai tranquillement coupé un morceau de tourte et l'ai donné à mon fils. Je me débrouille très bien, Angelina, et les escaliers sont bons pour mon cœur. Anton a posé sa fourchette. Il avait l'air fatigué, des cernes sous les yeux, mais son regard était fuyant, nerveux. Maman, ce n'est pas seulement la maison, dit-il, en essayant de donner de la fermeté à sa voix. C'est la voiture. Tu es devenue inattentive. La semaine dernière, j'ai vu une éraflure sur le pare-choc, et aujourd'hui, quand tu te garais, le moteur faisait un bruit étrange. Le moteur tourne comme une horloge, ai-je rétorqué. Ma voix était calme, bien qu'une colère froide commençât à monter en moi. J'ai changé l'huile il y a 2 semaines. Tu n'entends pas parce que ton oui n'est plus la même. Anton a haussé le ton, ce qu'il ne s'était jamais permis auparavant. Maman, je ne veux pas que tu te tues sur la route. Je vais sortir maintenant et tout vérifier moi-même. Surtout les freins. Il m'a semblé qu'il y avait un jeu dangereux. Après le déjeuner, il est effectivement sorti dans la cour. Je l'observais par la fenêtre de la cuisine, le voyant enlever sa veste, retrousser les manches de sa chemise coûteuse et se glisser sous la voiture. Il y est resté un temps anormalement long pour une simple vérification. Angelina se tenait sur le perron, fumant une cigarette fine et tapant quelque chose sur son téléphone, sans prêter attention à son mari. Une demi-heure plus tard, Anton est revenu. Il s'essuyait les doigts avec un chiffon. Son visage était sombre, presque tragique. « C'est grave, maman », a-t-il déclaré, sans me regarder dans les yeux. Les flexibles de frein sont usés. C'est critique, tu ne peux pas conduire. Je t'interdis formellement de prendre le volant avant que je ne l'emmène chez un spécialiste. Je m'en occupe cette semaine, je prendrai la voiture. Mais je dois aller au marché mardi. Pas de marché, a-t-il tranché. Tu veux avoir un accident? Tu veux qu'on t'enterre? Laisse les clés sur la table de chevet. Ils sont partis, laissant derrière eux l'odeur du parfum cher d'Angelina et un lourd sentiment d'anxiété. Le soir est tombé sur la ville, mais le sommeil ne venait pas. J'étais allongé,
écoutant le silence de la maison. Les mots de mon fils tournaient dans ma tête, usés, critiques. Je conduisais depuis 40 ans. Je savais ce que l'on ressentait à la pédale quand les freins étaient fatigués. Ma voiture était en bon état. Je n'en doutais pas. Pourquoi mentait-il? Vers minuit, je me suis levé, j'ai jeté un vieux châle tricoté sur mes épaules et j'ai pris une lampe de poche. Le garage m'a accueilli avec sa fraîcheur et son odeur familière d'essence et d'huile. Je me suis approché de ma berline, j'ai passé la main sur le métal froid de l'aile, comme pour calmer une bête fidèle. Je ne suis pas mécanicienne, mais la vie m'a appris à comprendre les choses dont ma sécurité dépend. Je me suis allongé sur le sol en béton froid et j'ai éclairé le dessous de la voiture avec la lampe de poche, là où Anton avait bricolé. Les flexibles de frein étaient intacts, secs, sans la moindre fissure. Aucune fuite de liquide. Tout était parfait. J'allais sortir, soulagé, quand le faisceau de la lampe a accroché quelque chose d'étranger. À l'arrière, profondément à l'intérieur du pare-choc, là où on ne le voit pas de l'extérieur, une petite boîte noire était collée au métal. Elle tenait par un aimant. Mon cœur a raté un battement. Je me suis étiré et j'ai détaché l'appareil avec effort. C'était un petit rectangle de plastique noir de la taille d'une boîte d'allumettes. Sur le côté, une minuscule diode verte clignotait à peine. Un traceur GPS. Ma première réaction a été de vouloir appeler immédiatement Anton, de crier, d'exiger une explication. Comment osait-il espionner sa propre mère comme une criminelle, m'humilier avec ce contrôle, sous prétexte de s'inquiéter? La colère est montée comme une vague brûlante dans ma gorge. Mais je me suis figé. Des années de travail en salle m'avaient appris la règle principale, les émotions sont l'ennemi d'un bon service et du bon sens. Si un client crie, tu dois devenir de glace. Si ton fils te met un mouchard aimant sur les freins, c'est que quelque chose ne va pas. L'impulsivité pouvait me coûter très cher maintenant. J'ai éteint la lampe de poche et je suis rentré à la maison. J'ai mis le traceur dans une enveloppe postale épaisse. Je ne me suis plus recouché. Je suis resté assise dans la cuisine, regardant la petite lumière verte clignoter à travers le papier, et j'ai attendu l'aube. Le matin, je n'ai pas pris la voiture. Anton l'avait interdit, après tout. Je me suis habillé un peu mieux, j'ai pris une canne, plus pour l'apparence que par nécessité, et je suis allé à pied au poste de police du quartier. Derrière le comptoir de l'accueil se trouvait Sergueï, un homme robuste avec une moustache, que je me souvenais avoir connu tout jeune sergent. Il venait souvent déjeuner chez moi il y a environ 15 ans. Il adorait mes soupes de cornichons. Olympiada Vassilievna, son visage s'est éclairé d'un sourire. Quelle bonne surprise! Quelqu'un vous a embêté? Bonjour, Serioja. J'ai posé l'enveloppe sur le comptoir. Ma voix était calme, posée. Personne ne m'a embêté. J'ai juste trouvé ça sous ma voiture. Je veux savoir à qui c'est. Peut-être des plaisantins? Ou peut-être que je ne comprends rien à la technologie moderne? Sergueï a ouvert l'enveloppe, a tourné la petite boîte dans ses mains. Le sourire a disparu de son visage. Un jouet sérieux, a-t-il marmonné. Pas des moins chers. Laissez-moi vérifier le numéro de série, Olympiada Vassilievna. Asseyez-vous en attendant. Voulez-vous un thé? Non, merci. Je vais rentrer chez moi. Appelle-moi quand tu sauras. Je suis rentré à pied lentement, en me persuadant que j'entendrais une explication simple. Anton dirait que c'était pour mon bien, qu'il s'inquiétait de mes déplacements, qu'il était juste un idiot surprotecteur. J'étais prête à lui pardonner sa bêtise. Une mère est toujours prête à pardonner la bêtise. L'appel est arrivé 3 heures plus tard. J'étais en train de dépoussiérer une photo dans le salon. Le numéro était celui du poste de police. Olympiada Vassilievna? La voix de Sergueï avait changé. Sèche. Officielle. Elle n'avait plus la chaleur d'une vieille connaissance. Il y avait du métal dedans. Oui, Serioja, qu'as-tu découvert? C'est Anton qui l'a mis. Une pause à l'autre bout du fil a duré une éternité. J'entendais quelqu'un feuilleter des papiers. Olympiada Vassilievna, écoutez-moi attentivement. Cet appareil n'est pas enregistré au nom d'un particulier. C'est une balise professionnelle clonée. Mais ce n'est pas le plus effrayant. Je me suis assise dans le fauteuil, sentant mes jambes me lâcher. Que veux-tu dire par pas le plus effrayant?
Nous avons vérifié l'historique des déplacements de ce traceur, a poursuivi le policier, en détachant chaque mot. Votre voiture. Elle ne reste pas dans le garage la nuit, comme vous le pensez peut-être. La semaine dernière, votre véhicule a été repéré à 3 reprises sur le territoire des quais de chargement du centre logistique Severny. À 3 heures du matin, à 3h45, et hier à 2h50 du matin. C'est impossible, ai-je murmuré. Je dors à cette heure-là. La voiture est dans le garage. Le traceur dit le contraire. Et les caméras de surveillance sur la route aussi, Olympiada Vassilievna. À ces mêmes heures, des lots d'électronique coûteuse ont été sortis des entrepôts de Severny. Un mandat est en cours de préparation pour la saisie de votre véhicule comme instrument du crime. Une équipe d'enquêteurs se dirige vers chez vous. Le téléphone a failli me tomber des mains. Le monde autour de moi a vacillé et s'est immobilisé dans un équilibre nauséeux. Toutes les pièces du puzzle se sont assemblées en une image monstrueuse. Anton ne s'inquiétait pas pour ma sécurité. Il ne vérifiait pas les freins. Il s'assurait que la voiture était en état de marche pour ses propres besoins. Mon fils, mon sang, ne se contentait pas de me surveiller. Il utilisait ma voiture pendant que je dormais pour voler. Il utilisait mon nom honnête, ma voiture, ma vie comme couverture. Et quand la police arriverait, et ils étaient déjà en route, ils ne le trouveraient pas lui. Ils trouveraient une retraitée dont la voiture était sur les lieux du crime. Il n'était pas seulement un voleur. Il m'avait préparé pour le sacrifice. Le froid qui s'est répandu dans ma poitrine était plus terrible que n'importe quelle douleur. Mais avec ce froid est venue la clarté. J'ai lentement reposé le combiné sur son socle. Le temps des larmes était passé. J'ai regardé mes mains. Elles ne tremblaient pas. C'était étrange, car un monde entier venait de s'effondrer en moi. Mais mon corps restait calme, comme si je me préparais à prendre la commande la plus compliquée dans une salle bondée. L'enquêteur a dit que l'équipe était en route. Cela signifiait que j'avais tout au plus une demi-heure avant qu'il ne frappe à ma porte et que ma vie ne se transforme en procès-verbal. J'ai recomposé le numéro de Sergueï. Serioja, ma voix était basse mais ferme comme du granit. Ne raccroche pas, écoute-moi. Tu me connais depuis 30 ans. Tu sais que je ne suis pas une voleuse. Olympiada Vassilievna, les faits? Commença-t-il d'un ton administratif. Au diable les faits, les jeux interrompus, me permettant pour la première fois de ma vie d'être grossière avec un représentant de l'autorité. Tu te souviens de Viktor Pavlovitch? Le capitaine à la retraite? Il déjeunait chez moi tous les jours jusqu'à sa retraite. Appelle-le tout de suite. Dis-lui qu'Olympiada a besoin d'aide et donne-moi 48 heures. Je ne peux pas. C'est une affaire criminelle. Tu peux retarder l'établissement du mandat. Dis que les données du traceur nécessitent une nouvelle vérification. Dis qu'il y a eu une panne de système. N'importe quoi. Si vous prenez la voiture maintenant, le vrai voleur s'enfuira et je finirai en prison. C'est ce que tu veux? Que la mère d'Anton aille en prison pour quelque chose qu'elle n'a pas fait? Un lourd silence s'est installé à l'autre bout du fil. J'entendais sa respiration. Il hésitait. 48 heures, Olympiada Vassilievna. Pas plus. Si Viktor Pavlovitch ne confirme pas. Il confirmera. Merci, mon fils. J'ai raccroché. À cet instant, la femme qui était prête à tout pardonner à son fils est morte. Dans ce fauteuil, dans le silence de mon salon, il ne restait plus qu'Olympiada Nikitina. Une personne qui avait survécu aux années 90, élevé un enfant seul et qui n'avait jamais laissé personne lui marcher sur les pieds, pas même son propre fils. Les larmes ont séché avant même de couler. Le chagrin s'est transformé en une rage froide et calculatrice. J'avais besoin d'un plan, et je devais jouer mon rôle jusqu'au bout. J'ai pris le téléphone et composé le numéro d'Anton. Les sonneries étaient longues, traînantes. Finalement, il a répondu. Sa voix était enjouée, trop enjouée pour quelqu'un qui, comme je le savais maintenant, volait la nuit. Oui, maman, quelque chose s'est passé? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai libéré tout mon talent d'actrice, accumulé au fil des années de sourire aux clients grossiers. Antonoucha, bonjour mon chéri. Ma voix tremblait, devenait faible, plaintive. Tu sais, j'ai réfléchi à tes paroles. Tu avais raison. Absolument raison. À propos de quoi?
Une note de méfiance a percé dans sa voix. À propos de la voiture. Aujourd'hui, je voulais aller au magasin, je me suis assise au volant et j'ai eu peur. Elle est si lourde, si peu maniable. Et la pédale de frein, j'ai eu l'impression qu'elle s'enfonçait dans le vide. Mes mains se sont mises à trembler, j'ai même coupé le moteur. Je suis devenue vieille, mon fils. Tu as raison. C'est dangereux pour moi de conduire. J'ai entendu son soupir. C'était le soupir de soulagement d'un prédateur qui voit sa proie cesser de se débattre. Eh bien, tu vois, maman, je te l'avais dit. Je suis content que tu aies enfin écouté la voix de la raison. Oui, oui, je ne prendrai plus le volant. Je laisserai les clés dans la boîte aux lettres, comme tu l'as demandé. Prends-la quand tu pourras, emmène-la chez le garagiste ou fais ce que tu juges nécessaire. Je suis fatigué de me battre. Tu es une bonne mère. C'est la bonne décision. J'essaierai de passer un de ces jours. Peut-être même ce soir si je me libère plus tôt, pour que la voiture ne reste pas en panne. D'accord, Antonoucha, les clés seront dans la boîte. J'ai appuyé sur la touche fin. Un de ces jours, bien sûr, il viendrait aujourd'hui. Il ne manquerait pas une chance d'utiliser la voiture pendant que sa mère dort, convaincue de son inutilité. Maintenant, le deuxième appel. Jora, Gorgi Ivanovitch, un mécanicien de génie qui réparait ma hirondelle depuis 10 ans. Un homme peu aimable, sombre, mais d'une honnêteté à toute épreuve. Jora, c'est Olympiada. J'ai besoin de ton aide. Urgemment et discrètement. Entre par le portillon de derrière. 20 minutes plus tard, Jora était dans mon garage. Il a écouté ma demande en silence, sans jamais m'interrompre, ne faisant que froncer ses sourcils épais. Une caméra, donc, a-t-il grommelé en s'essuyant les mains sur un chiffon. Caché dans l'habitacle? Non, dans le garage, sur l'étagère parmi les pots de peinture, pour qu'elle filme directement la portière du conducteur et le pare-brise, et qu'elle transmette sur ma tablette. Tu peux faire ça? Vous m'offensez, Olympiada Vassilievna. On s'en occupe tout de suite. Nous avons travaillé vite et en silence. Jora a installé un minuscule objectif entre des pots de vernis, camouflant les fils avec de vieux chiffons. J'ai vérifié l'image sur ma vieille tablette. L'angle était parfait. Quiconque entrerait dans le garage et s'assiérait dans la voiture serait filmé comme sur le vif. Quand Jora est parti, je suis retourné à la maison. J'ai tiré les rideaux, éteint la lumière dans toutes les pièces sauf la chambre, où j'ai laissé une veilleuse allumée. Qu'il pense que je suis allé me coucher. Moi, je me suis installé dans la cuisine sombre avec ma tablette et une tasse de thé refroidi. Les heures passaient. 21h, 22h, 23h. Peut-être que je m'étais trompé? Peut-être allait-il vraiment juste emmener la voiture en réparation? Le doute, comme des vers gluants, a commencé à saper ma confiance. Mais je les chassais. Je me souvenais de ce traceur. Je me souvenais des mots du policier sur les virées nocturnes. Minuit. Un léger bruit de moteur s'est fait entendre dans la rue. Pas celui de ma voiture. Un autre. Le son s'est approché et s'est tu au coin de la rue, à une centaine de mètres de la maison. Ils ne se sont pas approchés du portail pour ne pas me réveiller avec la lumière des phares. Intelligent. 1 minute plus tard, le portillon a grincé. Je connaissais ce grincement. La charnière aurait dû être graissée depuis longtemps, mais j'oubliais toujours. Maintenant, ce son a retenti comme un signal d'alarme. Je me suis crispé sur l'écran de la tablette. L'image était en noir et blanc, granuleuse, mais suffisamment nette grâce à l'éclairage infrarouge. La porte du garage, que j'avais délibérément laissée non verrouillée, a commencé à monter lentement. 2 silhouettes sont apparues dans l'embrasure. Anton, dans une veste sombre avec une capuche rabattue sur le front. Il se déplaçait rapidement, en terrain conquis, et derrière lui, elle est entrée. Angelina. J'ai failli laisser tomber la tablette. Ma belle-fille, qui faisait toujours la fine bouche à la vue de la poussière, qui avait peur de salir ses chaussures, était maintenant vêtue d'un pantalon noir empli et d'un sweatshirt large. Sur son épaule, un énorme sac de sport, vide à en juger par la façon dont il se balançait. Doucement, toi, a chuchoté Angelina quand Anton a heurté un seau. Le son, capté par le micro de la caméra, m'est parvenu clairement, comme s'ils étaient à côté. Tu vas réveiller la vieille? Elle dort,
a balayé Anton en ouvrant la portière conducteur de ma voiture. Elle est devenue sourde, elle s'en est plainte elle-même. Elle a avalé ses pilules et elle roupille. Il s'est assis au volant. Je l'ai vu reculer le siège d'un mouvement habitué, pour l'ajuster à sa taille. Ce n'était pas la première fois qu'il le faisait. Les gestes étaient rodés jusqu'à l'automatisme. Angelina a jeté le sac sur la banquette arrière et a éclaté d'un rire bas et méchant. « Écoute, c'est génial, non ?» a-t-elle dit en faisant le tour de la voiture. La vieille idiote veut tellement se rendre utile. Tu lui dis « Ne conduis pas », elle te répond « Merci, mon fils. Voici les clés. » La mule parfaite. Trop stupide pour poser des questions et trop fière pour vérifier. Ne l'appelle pas comme ça, a grommelé Anton en tournant la clé de contact. Le moteur a doucement ronronné. Oh, allez, a-t-elle ricané en s'asseyant sur le siège passager. Elle est une ressource pour nous, Antonoucha, une ressource usée mais encore utile. L'important, c'est que cette vieille guimbarde tienne encore quelques trajets. Combien nous reste-t-il à sortir? 3 lots. Aujourd'hui, un gros, du matériel médical. Excellent. Allons-y. Le temps, c'est de l'argent. Les portes du garage se sont refermées derrière eux. La voiture est sortie en marche arrière. Ils n'ont allumé les phares qu'une fois sur la route. J'étais assise dans l'obscurité de la cuisine, regardant le garage vide sur l'écran. Mes oreilles bourdonnaient d'humiliation. La mule parfaite. Une ressource. La vieille idiote. Ils ne se contentaient pas de voler, ils se moquaient de moi. Ils me méprisaient. Pendant tout ce temps, alors que je leur préparais des tourtes, que j'écoutais leurs plaintes sur la vie, ils planifiaient comment m'utiliser au maximum avant de me jeter à la casse. Anton savait qu'ils transportaient du matériel médical dans ma voiture. S'ils étaient arrêtés, si quelque chose arrivait, pour la police, ce serait la voiture d'Olympiada Nikitina au volant. J'ai lentement éteint la tablette. Mes mains se sont mises à trembler, mais cette fois, ce n'était pas de la faiblesse. C'était de l'adrénaline. Ils pensaient que je dormais. Ils pensaient que j'étais sourde et aveugle. Eh bien, qu'ils le pensent. Je me suis levé et je me suis approché de la fenêtre. La nuit était sombre, sans lune, parfaite pour le vol. Mais l'aube viendrait, et quand elle viendrait, je serais prête. 48 heures. J'avais 48 heures pour transformer leur suffisance en leur condamnation. Je suis allé dans la chambre, mais pas pour dormir. J'ai sorti du placard un vieux dossier de documents. J'ai trouvé le numéro de Victor Pavlovitch. Il était trop tôt pour appeler, mais j'allais écrire un message. Le jeu avait commencé, et maintenant, c'est moi qui en fixais les règles. Je suis resté assise dans le noir jusqu'à 4 heures du matin. La tablette était posée devant moi comme une plaie ouverte, mais je ne détournais pas le regard de l'écran. Quand les portes du garage se sont de nouveau levées, j'ai vu ma berline, semblable à une bête fatiguée, rentrer à l'intérieur. Anton et Angelina sont sortis, même à travers l'écran, on sentait leur tension et leur fatigue. Leurs vêtements étaient froissés, les chaussures d'Angelina couvertes de boue. Rapidement, presque sans parler, ils ont vérifié l'habitacle, ont pris leur sac, maintenant lourdement chargés de quelque chose, et ont disparu dans la nuit, laissant les clés sur l'établi, là où je les avais oubliées. Dès que le bruit de leur voiture s'est estompé, j'ai enfilé mon manteau et je suis sorti dans la cour. L'air était glacial, avant l'aube. Dans le garage flottait une odeur de sueur étrangère, du tabac bon marché d'Angelina et une forte odeur chimique de pot d'échappement diesel. Apparemment, ils étaient restés longtemps à côté de camions en marche. J'ai ouvert la portière du conducteur. Le siège était reculé au maximum. Sur le tapis de sol, des traces d'argile, qu'on ne trouve pas dans notre quartier, mais qui abondent dans la zone industrielle de l'autre côté de la rivière. J'ai allumé ma lampe de poche et j'ai commencé à inspecter méthodiquement chaque centimètre de l'habitacle. Ils pensaient avoir tout nettoyé, mais les criminels, enivrés par l'impunité, deviennent toujours négligents. Sous le tapis en caoutchouc du siège passager, quelque chose de blanc dépassait. J'ai soulevé le bord avec mon doigt. Une feuille de papier pliée en 4, probablement tombée de la poche d'Angelina alors qu'elle bougeait sur le siège. Je l'ai dépliée. C'était un bon de livraison, Venezia Luxury Import, facture numéro 409. La liste des marchandises était longue, cuir italien, sac de créateur, montre. Je connaissais cette entreprise.
Venezia Import louait des entrepôts au centre logistique Severny. Ce même centre où, il y a 10 ans, en m'humiliant et en suppliant de vieux clients, j'avais obtenu pour Anton un poste de manager junior. Joly avait placé pour qu'il ait un travail honnête, une protection sociale, un avenir, et il a utilisé cet endroit pour voler ses propres employeurs. J'ai soigneusement photographié le bon de livraison avec mon téléphone, puis j'ai mis l'original dans un sac en plastique. Il pouvait y avoir des empreintes. La matinée s'est déroulée comme dans un brouillard. J'attendais un appel, et il est arrivé pile à midi. « Maman, salut !» La voix d'Anton sonnait d'une joie fausse qui me crispait les mâchoires. « Comment vas-tu ?»« Bonjour, Antonoucha. »« Ça va, doucement. »« J'ai mal au dos, signe de pluie. »« Écoute, j'ai pris la voiture hier soir, comme promis. Je l'ai emmenée chez un garagiste que je connais, un service ouvert 24h24. Il a jeté un œil. « Maman, les nouvelles ne sont pas bonnes. » J'ai serré le téléphone contre mon oreille, sentant une rage froide monter en moi. Qu'y a-t-il? C'est si grave? Pire que tout. Ce ne sont pas seulement les freins. La suspension est pourrie, la crémaillère de direction est à changer. La réparation coûtera plus cher que la voiture elle-même. Ça ne vaut pas le coup d'investir. La pause était magistralement tenue. Il me donnait le temps de réaliser la tragédie. Et que faire alors, ai-je demandé d'une voix tremblante. Je m'y suis tellement habitué. Je sais, maman, je sais. Mais la sécurité est plus importante. Écoute, ce garagiste a une connaissance qui rachète ce genre de voiture pour les pièces. Il en donne un bon prix, d'ailleurs. Peut-être qu'on devrait la vendre? Tu te débarrasserais d'un souci, et l'argent te servirait pour tes médicaments, pour une cure. Voilà, le coup de grâce. Il ne voulait pas seulement utiliser la voiture, il voulait se débarrasser de la preuve, la vendre à la casse, la dépecer, la détruire, et obtenir ma signature sur les papiers pour que tout soit propre. Oh, Antonoucha, j'ai soupiré lourdement. C'est si soudain. Je dois réfléchir. J'ai passé tant d'années avec elle. Maman, il n'y a rien à réfléchir. L'impatience perçait dans sa voix. Elle est dangereuse. Elle vaut encore de l'argent avant de tomber en morceaux. Je passerai demain avec les papiers, tu n'auras qu'à signer et je m'occuperai de tout. Tu n'auras même pas besoin de te déplacer. Tout pour toi, maman. Tout pour toi. Comme c'est gentil. D'accord, mon fils. Viens demain. Je serai prête. J'ai raccroché. Demain. Il me restait une journée. 1 heure plus tard, on a frappé à la porte. Un coup convenu, 3 courts, 2 longs. Victor Pavlovitch, mon vieil ami, est entré, s'appuyant sur sa canne, mais le dos aussi droit que celui d'un jeune lieutenant. Il avait vieilli, ses cheveux avaient grisonné, mais ses yeux étaient restés les mêmes, vifs, attentifs, ceux d'un capitaine de la police criminelle. « Bonjour, Olympiada, dit-il en enlevant son chapeau. Tu as du thé? Il fait un vent glacial dehors. Nous sommes allés à la cuisine. » Je lui ai silencieusement présenté la tablette avec l'enregistrement de la visite nocturne et j'ai posé le sac contenant le bon de livraison sur la table. Victor Pavlovitch a longuement regardé la vidéo, en fronçant les sourcils, en tapotant la table de ses doigts, puis il a pris le sac, a mis ses lunettes et a étudié attentivement le papier. Quand il a levé les yeux vers moi, j'y ai vu ce que je craignais le plus. La peur. Pas pour lui, pour moi. Olympiada. Dit-il doucement, et son visage devint gris. Tu te rends compte dans quoi ils se sont fourrés? Du vol. De l'importation de luxe. Si seulement ce n'était que ça. Regarde ici. Il a pointé du doigt la dernière ligne du bon de livraison, que j'avais manqué. Il y avait un code et un nom latin. Ce ne sont pas des sacs, LIPA. Ce sont des composants pour un équipement de diagnostic médical de haute précision, un appareil d'IRM de nouvelle génération. Ils sont sous sanction. Leur importation et leur circulation ne sont pas contrôlées par la police. C'est le service fédéral de sécurité qui s'en occupe. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Le FSB? Exactement. Si ce lot disparaît, ce ne sont pas les policiers de quartier qui chercheront. Des gens sérieux viendront de Moscou.
Ils retourneront cette ville de fond en comble s'ils trouvent des traces de ta voiture à l'entrepôt. Il s'est tu, a enlevé ses lunettes et s'est frotté l'arête du nez. Lipa, ce n'est pas un cambriolage, c'est un détournement de matériel stratégique en bande organisée. C'est de 10 à 15 ans de régime sévère. Ton Anton ne joue pas seulement avec le feu. Il a allumé la mèche d'une bombe sur laquelle tu es assise. Je regardais mon ami et je comprenais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Si je donnais la voiture à Anton maintenant, il la détruirait. Mais les traces resteraient, les caméras, la géolocalisation des téléphones. Les fédéraux me trouveraient, et alors personne ne croirait une vieille serveuse qui prétendait ne rien savoir. Je mourrais dans un hôpital pénitentiaire. Vitia, ma voix était sèche comme une feuille d'automne. Que dois-je faire? Il m'a regardé durement. Tu n'as qu'une seule issue. Tu dois les livrer toi-même, en flagrant délit, avant que les fédéraux ne frappent à ta porte. Tu dois prouver que tu n'étais pas une complice, mais une victime qui a aidé l'enquête. Dénoncer mon fils. Les mots me griffaient la gorge. Tu n'as plus de fils, Lipa, a tranché Viktor Pavlovitch. Il y a un criminel prêt à sacrifier sa mère pour de l'argent. Si tu ne le fais pas, vous irez en prison tous les deux. Ou seulement toi, parce qu'ils s'enfuiront. Tu as vu leur visage sur la vidéo? Ils ne s'arrêteront pas. Il avait raison. Chaque mot frappait juste. J'ai besoin de temps, Vitia. J'ai besoin qu'ils commettent une erreur. Une dernière erreur. Tu as peu de temps. Sergueï m'a dit que le mandat a été retardé, mais la pression d'en haut augmente. Demain soir, la voiture sera signalée comme recherchée. Demain. Je me suis souvenu de l'appel d'Anton. Il veut prendre la voiture demain pour la vendre pour pièces. Cela signifie qu'il n'y a plus de preuves dedans. Ou il pense qu'il n'y en a plus, a objecté Victor. Mais s'il l'emmène pour la vendre, il pourrait simplement la brûler dans la forêt. Tu ne peux pas leur donner les clés comme ça. Un plan a commencé à se former dans ma tête. Terrible, risqué, mais le seul possible. Vitia, j'ai besoin que tu sois là demain soir. Pas seul. Avec une équipe. Que as-tu en tête? Je vais les forcer à le refaire. Une dernière fois. Et cette fois, nous les accueillerons. Viktor Pavlovitch m'a longuement regardé dans les yeux, puis a hoché la tête. D'accord, je m'arrangerai avec les gars. Mais, Lipa, es-tu sûr de pouvoir le faire? C'est ton enfant. J'ai regardé la chaise vide où s'asseyait autrefois le petit Antonoucha, étalant sa bouillie sur l'assiette. Ce garçon n'existait plus. Il y avait un homme qui me mentait en face et volait du matériel médical, me condamnant à la prison. Je pourrais, Vitia, parce que si je ne le fais pas, il me tuera, non pas avec un couteau, mais avec une peine de prison. Et je veux vivre. Quand Victor est parti, j'ai sorti un vieux carnet de ma boîte. Il y avait les numéros de tous mes anciens clients. La factrice Zina, le pharmacien Lev Borisovitch, la vendeuse de la boulangerie Tamara. J'avais besoin d'un alibi, et j'avais besoin de témoins, non pas pour le tribunal, mais pour la ville, pour que demain, quand tout arriverait, personne n'ose dire qu'Olympiada Nikitina avait élevé un voleur et l'avait couvert. J'ai pris le téléphone. Il était temps d'activer mon réseau. Il était temps de tisser une toile dont Anton et Angelina ne pourraient plus s'échapper. Je suis sorti de chez moi dès que les premiers magasins ont ouvert. Mon itinéraire était calculé au millimètre près. D'abord, à la boulangerie de Tamara. Elle aimait toujours discuter, et les nouvelles de sa boutique se répandaient dans le quartier plus vite que les petits pains chauds. Olympiada Vassilievna. Tamara s'est fendue d'un large sourire, s'essuyant les mains sur son tablier. Comme d'habitude, une moitié de Borodinsky? Oui, Tamarochka, et 2 feuilletés au pavot, ai-je souri en retour, m'appuyant sur ma canne. Antonoucha les adore. Il travaille tellement en ce moment, le pauvre garçon, il ne dort même pas la nuit. Vraiment? Tamara a dressé l'oreille. Je croyais qu'il avait un travail de bureau. C'était le cas, j'ai soupiré, feignant un mélange de fierté et d'inquiétude maternelle. Mais en ce moment, au centre logistique, il y a tellement de travail qu'il s'est porté volontaire pour livrer les commandes urgentes. Il conduit même ma voiture la nuit, tu imagines? La sienne est en réparation. Alors il prend l'hirondelle de sa vieille mère. Il dit, maman, dors, moi je vais travailler.
Un tel bourreau de travail. Tamara hochait la tête, absorbant chaque mot. À midi, la moitié du quartier saurait qu'Anton Nikitin conduisait la voiture de sa mère la nuit pour le travail. C'était mon premier alibi. Pas pour la police, mais pour les gens. Si quelqu'un avait vu la voiture près des entrepôts, c'était Anton, le travailleur. Ensuite, il y a eu la pharmacie. Lev Borisovitch, un vieil intellectuel, écoutait toujours attentivement. Je me suis plainte d'insomnie. J'entends mon fils prendre la voiture à 3 heures du matin, le portail grince, et je n'arrive plus à dormir après. Je m'inquiète pour lui sur la route. Le soir, la ville savait qu'Anton conduisait la voiture d'Olympiada Vassilievna. J'avais détruit sa principale couverture, le silence. Maintenant, ces virées nocturnes étaient devenues un fait de la vie publique. De retour à la maison, j'ai fait ce qui devait acculer le rat. J'ai appelé Anton. Mon fils? Ai-je commencé dès qu'il a décroché. Ma voix était pleine de détermination, cette même détermination têtue de personne âgée contre laquelle il est impossible de discuter. J'ai réfléchi à la vente de la voiture. Oui, maman, s'est-il animé. J'ai déjà préparé les papiers. Demain. Non, Antonoucha, je ne la vendrai pas. Un silence tendu, vibrant, s'est installé. Comment ça? Sa voix est tombée. Maman, on s'était mis d'accord. La réparation coûte plus cher que la voiture. C'est une épave. Ne parle pas d'elle comme ça, j'ai haussé le ton. Cette voiture m'a servi fidèlement. Et j'ai décidé que si elle doit partir, autant qu'elle serve une bonne cause. J'ai appelé la police, leur fonds de bienfaisance. Ils collectent de vieilles voitures pour l'entraînement des cadets ou pour les pièces des voitures de patrouille. Demain matin, je l'amènerai moi-même au poste et je leur en ferai don gratuitement. Ce sera ma contribution à l'ordre public. Un bruit au téléphone, comme s'il s'étouffait. Que as-tu fait? A-t-il croassé. À la police? Oui. Je me suis arrangé avec l'officier de service. Demain à 9 heures du matin. Non, a-t-il crié, si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Tu es devenue folle? Maman, ces freins ne marchent pas. Tu vas te tuer. Tu vas tuer quelqu'un. Je te l'interdis. Panique. Une panique purement animale. Il imaginait les experts de la police scientifique examinant la voiture dans laquelle il avait transporté des objets volés. Même s'il avait tout nettoyé, les microparticules, les fibres, la poussière, tout cela restait. Et s'il y avait encore quelque chose qui traînait? Antonoucha, ne crie pas sur ta mère, les yeux calmement rabroués. Je conduirai lentement. Tu n'iras nulle part. Il glapissait presque. Tu m'entends? J'arrive tout de suite. Je vais tout vérifier moi-même une fois de plus. Peut-être que je pourrai réparer les freins pour que tu puisses y aller en toute sécurité. Laisse-moi venir ce soir. Tout de suite. Le poisson avait mordu à l'hameçon, avec l'appât. Il devait atteindre la voiture avant le matin. Il devait s'assurer qu'elle était propre, ou faire en sorte qu'elle n'arrive jamais à la police. Eh bien, d'accord, j'ai cédé. Viens ce soir. Mais seulement pour réparer. Oui, pour réparer. Attends-moi. J'ai raccroché et j'ai regardé l'heure. 18 heures. J'avais 3 ou 4 heures devant moi. J'ai commencé à me préparer. J'ai débarrassé la table, vérifié la caméra dans le garage. Elle fonctionnait. J'ai vérifié la tablette, la batterie était pleine. Ensuite, je suis allé au garage. Je devais m'assurer qu'il ne pourrait pas partir rapidement si quelque chose tournait mal. C'est alors que mon regard est tombé sur le logement de la roue de secours. Le tapis du coffre n'était pas plat, il gondolait légèrement. Étrange. Anton et Angelina avaient toujours été méticuleux dans leurs activités criminelles. J'ai soulevé le tapis. Le couvercle du logement n'était pas encliqueté. Je l'ai ouvert. La roue de secours était à sa place, mais à l'intérieur de la jante, dans le creux, se trouvait un paquet dense, enveloppé dans du polyéthylène noir. Mon cœur s'est mis à battre dans ma gorge. J'ai prudemment déroulé le bord. De l'argent. Des liasses de billets de 5000 roubles, tenus par des élastiques. Beaucoup d'argent, énormément. Mais ce n'était pas tout.
Sous l'argent se trouvait une enveloppe. J'ai regardé à l'intérieur. Un billet d'avion. Allez simple. Départ demain matin depuis le chef-lieu de la région. Vol pour Dubaï. Au nom de Stepanova Angelina Viktorovna. Un seul nom. Il n'y avait pas de billet au nom d'Anton Nikitin dans l'enveloppe. Je me suis assise sur le bord du coffre, serrant le papier glacé dans mes mains. Le tableau s'est complété, et il était encore plus cynique que je n'aurais pu l'imaginer. Angelina ne m'utilisait pas seulement, elle utilisait aussi Anton. Il était pour elle la même nulle que moi. Elle prévoyait de s'enfuir demain matin avec l'argent, laissant son mari gérer les conséquences du vol et s'expliquer avec la police et, peut-être, le FSB. Et moi. J'aurais été le bouc émissaire parfait, la vieille dame sur qui on peut rejeter la faute pour le stockage de biens volés dans le garage. C'est pour ça qu'elle était si pressée. C'est pour ça qu'il prenait tant de risques. C'était la fin. J'ai soigneusement tout remballé et remis à sa place. Exactement comme c'était. Mes mains étaient devenues glaciales, mais mon esprit était clair comme un matin de gel. Ils ne viendraient pas réparer les freins. Ils viendraient récupérer leur fonds de pension. Et, très probablement, pour faire quelque chose à la voiture après quoi aucune expertise ne trouverait plus rien. Par exemple, y mettre le feu ici même, dans mon garage, avec la maison. Je suis retourné à la maison et j'ai appelé Viktor Pavlovitch. Vitya, ai-je dit doucement. Le plan change, ou plutôt, il s'accélère. Ils viennent aujourd'hui, et ils ne viennent pas seuls. Ils ont des bagages avec eux. J'ai compris, a-t-il répondu brièvement. Nous serons prêts. Ne joue pas les héros, lis pas, ouvre-leur simplement la porte. Je l'ouvrirai, ai-je répondu. Mais c'est moi aussi qui la fermerai. Je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre donnant sur l'allée, posant sur mes genoux la télécommande du portail du garage, une petite boîte que Jora m'avait donnée. Le bouton sous mon pouce semblait brûlant. L'attente ne serait plus longue. Bientôt, mon fils viendrait pour me trahir une dernière fois, et sa femme viendrait pour le trahir lui. Et je serais là, à regarder. Je serais le témoin de leur chute. Des phares ont clignoté au bout de la rue. Ils arrivaient. L'obscurité dans le salon était épaisse, comme du coton. Mais je n'ai pas allumé la lumière. J'étais assise dans le fauteuil, me fondant dans les ombres, et seul l'écran du téléphone, sur lequel j'avais transféré à Viktor Pavlovitch la photo du billet et des liasses d'argent, brillait faiblement sur mes genoux. La réponse est venue instantanément. Un smiley avec le pouce levé. Cela signifiait que l'équipe d'intervention était sur place. Ils attendaient au bout de la rue, dans une camionnette banale, prêts à intervenir à mon signal. La voiture d'Anton, un SUV noir qu'il avait acheté à crédit il y a 6 mois, s'est approchée silencieusement de la maison et s'est arrêtée, bloquant la sortie de mon garage. Les phares se sont éteints, le moteur s'est tu. Ils ne sont pas allés à la porte d'entrée, ils n'ont pas sonné. J'ai entendu un léger grincement de métal contre la céramique. Ils déplaçaient le pot de fleurs sur le perron, sous lequel je gardais une clé de secours. Cette même clé que j'avais prétendument perdue il y a 3 mois et dont je m'étais plainte à Anton. Il avait alors juste haussé les épaules et dit de changer la serrure. Bien sûr, je n'avais pas changé la serrure, et la clé, il s'avère qu'il l'avait trouvée et gardée pour lui. La porte a cliqueté doucement et s'est entr'ouverte. J'ai retenu mon souffle. Ils sont entrés dans le vestibule, essayant de ne pas faire de bruit, mais dans le silence de la vieille maison, chaque pas faisait grincer le plancher. Elle dort. Le murmure d'Angelina était sec, nerveux. La lumière est éteinte partout. Elle dort, a grommelé Anton. Allons vite au garage. On prend l'argent et on se tire. Et la voiture? On verra pour la voiture sur place, l'a-t-elle interrompu. L'important, c'est le liquide. Et les papiers. Ils sont passés devant le salon où j'étais assise, sans me remarquer dans le fauteuil profond. J'ai vu leur silhouette à la lumière du lampadaire de la rue qui filtrait par la fenêtre. Tous deux avaient de grands sacs et des bouteilles à la main. Des bouteilles en plastique avec un liquide transparent. Une odeur d'eau de javel m'a frappé le nez quand ils ont ouvert la porte menant de la maison directement au garage. Ils n'étaient pas venus réparer les freins, ils étaient venus détruire les preuves. J'ai attendu quelques secondes et je me suis approché sans bruit de la fenêtre donnant sur la cour intérieure. Mon garage était traversant, avec un portail sur la rue et une porte vers la maison.
La lumière à l'intérieur a jailli, vive, me blessant les yeux. À travers une fente dans le rideau, je voyais tout. Anton s'est précipité vers le coffre. Il a arraché le tapis, ouvert le logement de la roue de secours. Il y est, a-t-il soufflé en sortant le paquet d'argent. Tout est là. Ouf. Je pensais que la vieille l'avait trouvé. Pendant ce temps, Angelina arrosait la banquette arrière et le sol avec le contenu de la bouteille. Mais en plus, sifflait-elle, pour qu'il ne reste pas une seule molécule d'ADN. L'odeur sera terrible, on dira qu'on a renversé des produits chimiques pour nettoyer la piscine en les transportant à la campagne. Anton fourrait les liasses d'argent dans son sac. Ses mains tremblaient. Angèle, ça suffit peut-être? Si on prenait juste l'argent et qu'on partait? Elle donnera la voiture aux flics demain, ils se débrouilleront. Angelina s'est retournée brusquement vers lui. Sous la lumière crue de la lampe du garage, son visage était déformé par la méchanceté et le mépris. Tu es un idiot, Anton? Elle s'est approchée de lui. Les flics trouveront des traces, des microparticules et ils viendront te chercher. Tu veux aller en prison? Je ne veux pas aller en prison. Je veux que ça se termine. Ça se terminera quand on se sera débarrassé des preuves. Écoute-moi. On laisse l'argent ici. Anton s'est figé, une liasse de billets à la main. Quoi? Tu es folle? On laisse une partie de l'argent ici. Elle lui a arraché plusieurs liasses des mains et les a jetées dans un coin du garage, derrière de vieux pneus. Une boîte qu'elle a sortie de son sac a suivi le même chemin, et ça aussi. Qu'est-ce que c'est? Anton la regardait avec horreur. Ce sont les pièces de ce scanner qu'on n'a pas eu le temps de vendre. Qu'elles restent ici. Pourquoi? Parce que, crétin, demain matin, quand ta maman emmènera la voiture à la police, on passera un appel anonyme. On dira que dans le garage de la citoyenne Nikitina, il y a un entrepôt de biens volés. La police viendra, trouvera la voiture, l'argent et les pièces. Et qui arrêteront-ils? La vieille. Et nous, on sera choqués. On dira qu'on ne savait rien, que maman est devenue folle sur ses vieux jours et qu'elle a fréquenté des criminels. J'étais debout près de la fenêtre et je sentais que quelque chose en moi venait de se briser. Comme une corde tendue qui claque avec un son assourdissant. Il ne se contentait pas de me piéger, il prévoyait de m'enterrer. Vivante. Mon fils était là, écoutant sa femme proposer de m'envoyer en prison pour sauver leur peau. Mais c'est ma mère, a faiblement objecté Anton. C'est ton billet pour la liberté, a hurlé Angelina. Ou tu préfères que je m'envole seul pendant que tu pourris en tôle? Choisis. Anton se taisait. Il regardait l'argent dans le coin, sa femme, la voiture. Et je voyais la dernière étincelle de conscience s'éteindre dans ses yeux. Il a hoché la tête. D'accord, fais comme tu veux, mais vite. C'était la fin. Mon fils n'existait plus. Devant moi se trouvait un étranger, un ennemi. J'ai sorti de ma poche la petite télécommande que Jora m'avait donnée. Il n'y avait qu'un seul bouton rouge. Le bouton de verrouillage du périmètre. Jora n'avait pas seulement installé une caméra, il avait modernisé l'automatisme du portail. Maintenant, il pouvait non seulement se fermer lentement, mais aussi se verrouiller hermétiquement, bloquant les serrures électroniques de sorte qu'on ne pouvait l'ouvrir qu'avec cette télécommande. J'ai appuyé sur le bouton. Un lourd grondement de moteur a retenti dans le garage. Les battants du portail, qui étaient ouverts, ont commencé à descendre lentement, inexorablement. Anton et Angelina ont sursauté. « Que as-tu appuyé » a crié Angelina. « Je n'ai rien appuyé. » Anton s'est précipité vers le bouton sur le mur, le martelant frénétiquement. « Ça ne marche pas. C'est coincé. » Le portail s'est abaissé avec un claquement métallique, coupant la voie vers la rue. Les serrures ont cliqué comme la culasse d'un pistolet. Ils étaient piégés, dans la boîte de béton de mon garage, seuls avec leur cupidité et leur trahison. J'ai pris une profonde inspiration, redressé les épaules et allumé la lumière dans le vestibule. Il était temps d'entrer en scène. J'ai ouvert en grand la porte intérieure du garage et j'ai franchi le seuil. La lumière vive m'a frappé les yeux, mais je n'ai pas plissé les paupières. Je me tenais sur la marche supérieure, emmitouflé dans mon vieux châle de laine, et je les regardais de haut. Dans une main, je serrais l'impression de ce fameux billet pour Dubaï, dans l'autre, mon téléphone avec la conversation de Victor Pavlovitch ouverte. « Maman »
Anton a reculé des portes fermées, comme s'il avait vu un fantôme. Son visage était pâle comme de la craie, et ses yeux cherchaient une issue au piège dans lequel il s'était lui-même enfermé. Angelina s'est figée, une bouteille d'eau de Javel à la main. Une seconde, la peur a traversé son visage, mais elle a été immédiatement remplacée par un masque de mépris arrogant. Elle s'est redressée, a jeté la bouteille dans un coin. « Ouvre le portail, vieille sorcière », a-t-elle sifflé. Le mécanisme est coincé. Laisse-nous sortir immédiatement. Le mécanisme fonctionne parfaitement, Angelina. Ma voix était calme, forte et claire. Des années de travail dans une salle bruyante m'avaient appris à parler de manière à être entendu même à travers le cliquetis de la vaisselle et le brouhaha des conversations. Je l'ai vérifié personnellement, aussi minutieusement que les freins qui, selon Anton, étaient cassés. J'ai lentement descendu les marches jusqu'au sol en béton. Ils ont reculé. C'était étrange, j'étais une femme âgée sans défense, et ils étaient jeunes et forts, mais la peur émanait d'eux par vagues. La peur de voir leur petit monde sale s'effondrer. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Anton a tenté de sourire, mais le sourire était une grimace pathétique. « Maman, nous sommes venus te faire une surprise. Nettoyer l'intérieur avant la vente. Pourquoi nous as-tu enfermés ? Une surprise. » J'ai levé la main avec l'impression. Une surprise comme ce billet allait simple ? J'ai jeté la feuille à ses pieds. Elle a plané sur le béton comme un drapeau blanc de capitulation. Anton a baissé les yeux, a lu le nom et la date. Ses sourcils se sont haussés. Il a lentement tourné la tête vers sa femme. « Angèle, c'est quoi ça, un billet pour Dubaï ?» Angelina se taisait, les lèvres pincées en une fine ligne. « Tu savais qu'elle partait demain, Anton ?» ai-je demandé, sans le quitter des yeux. « Seul, sans toi ? Ou étais-tu trop occupé à arroser ma voiture d'eau de Javel pour remarquer que ta femme faisait ses valises pour sa petite personne ? C'est une erreur, a-t-il balbutié, regardant sa femme avec la confusion d'un chien battu. Angelina, dis-lui. On devait partir ensemble, plus tard, quand tout se calmerait. Idiot, a crié Angelina, perdant son sang-froid. Elle a compris que le jeu était terminé et que les masques ne servaient plus à rien. Quel idiot tu fais, Antonoucha. Tu pensais vraiment que j'allais t'attendre en sortant de prison ou me traîner un boulet ? Tu es un raté. Tu n'as même pas réussi à voler ta propre mère correctement. Elle s'était lancée vers moi. Son visage était déformé par la fureur. Donne la télécommande. Tout de suite. Elle a levé la main, avec l'intention de m'arracher le porte-clés. Anton a saisi son bras. Ne la touche pas, a-t-il crié. Mais il y avait plus de désespoir que de protection dans sa voix. Lâche-moi. Elle se débattait, lui griffant le visage avec ses ongles manucurés. On va se faire pincer à cause de toi et de ta mère folle. Vieille idiote, tu te rends compte de ce que tu as fait ? Tu nous as tous ruinés. Non, ma petite, j'ai secoué la tête, ressentant une légèreté surprenante. La peur avait disparu. Il ne restait que le dégoût. Je ne vous ai pas ruiné. Vous avez choisi cette voie vous-même. J'ai simplement allumé la lumière pour que vous voyiez où elle mène. À qui vas-tu raconter ça ? Angelina s'est dégagée de l'emprise de son mari et a reculé vers la voiture, respirant lourdement. À la police ? Qui te croira ? Tu es une vieille folle sénile. On dira que tu as forcé Anton à le faire, que tu l'as fait chanter avec l'héritage, que c'était ton idée, cet entrepôt dans le garage. C'est notre parole contre la tienne, et nous sommes plus jeunes, plus convaincants. Et toi ? Tu n'es personne. Elle a souri triomphalement, pensant avoir trouvé une échappatoire. Anton la regardait avec horreur, réalisant avec qui il avait vécu toutes ces années. J'ai souri en retour. C'était un sourire triste, fatigué. Je n'avais pas pitié de moi. J'avais pitié du temps, de l'amour que j'avais consacré à élever l'homme qui se tenait maintenant devant moi et n'osait même pas me regarder dans les yeux. Tu as raison, Angelina, ai-je dit doucement. Peut-être qu'un simple policier de quartier aurait eu du mal à démêler tout ça. On croit rarement les vieilles dames quand il s'agit de leur fils chéri. Mais ils n'ont pas besoin de me croire, moi. J'ai levé la main et j'ai montré un coin sombre du garage, où derrière des étagères d'outils se trouvait une autre porte menant à un débarras, qu'ils avaient oublié dans leur précipitation. Il leur suffit de croire le chef de la police. La porte du débarras s'est ouverte.
De l'obscurité est sorti Viktor Pavlovitch. Il portait son vieil uniforme de cérémonie, avec toutes ses décorations sur la poitrine. Derrière lui se tenaient 2 solides membres du raid encagoulés avec des fusils d'assaut. « Bonsoir, citoyen. » La voix de Viktor Pavlovitch a résonné dans l'espace confiné du garage comme une sentence. Les mains là où je peux les voir. Lentement. Angelina a poussé un cri et a reculé, le dos contre le capot de la voiture. Anton s'est simplement effondré sur le sol, se couvrant la tête avec les mains. « Capitaine. » a-t-il murmuré. « Tonton Vitya. Pour toi, c'est Viktor Pavlovitch, a coupé mon ami, faisant signe aux soldats. Prenez-les. » Les hommes du raid ont agi vite et sans ménagement. Une seconde plus tard, Anton et Angelina étaient allongés sur le sol en béton, face contre terre, des menottes se refermant sur leurs poignets. J'étais là, à regarder. Mon garage, ma forteresse, avait été souillé par leur présence, leur cupidité, leur saleté. Mais maintenant, l'air commençait à se purifier. Victor s'est approché de moi et a posé une main sur mon épaule. « Ça va, Lipa ?»« Je vais bien, Vitya » ai-je répondu, en regardant mon fils qui gisait dans une flaque d'eau de javel renversée, en gémissant doucement. Je suis juste en train de sortir les poubelles. Mais le spectacle n'était pas encore terminé. Angelina avait une dernière carte à jouer, et, se tortillant sous le genou d'un soldat, elle s'apprêtait à l'abattre. Et Anton ? Anton avait dans sa poche ce qui devait m'achever, ce dont je ne me doutais même pas. C'est lui qui m'a forcé. Le cri perçant d'Angelina a déchiré le silence retentissant du garage. Elle se tordait sur le sol, essayant de tourner la tête vers Viktor Pavlovitch. « Vous entendez ? C'est Anton. Il m'a menacé. Il a dit que sa mère avait des tonnes d'argent, qu'elle était une millionnaire clandestine et qu'on pouvait tout prendre. J'avais peur de lui. Je suis une victime. » Sa voix se brisait en un glapissement. Son maquillage avait coulé, transformant son joli visage en un masque de clown fou. À ce moment-là, elle ressemblait à un rat acculé, prêt à égorger ses propres petits pour se sauver. Anton, qui jusqu'alors était resté silencieux, a sursauté comme s'il avait été électrocuté. La trahison de sa femme, instantanée et absolue, a même percé sa carapace de choc. « Qu'est-ce que tu racontes » a-t-il hurlé, essayant de se redresser, mais le soldat du raid lui a brutalement plaqué le visage contre le béton. « Quel millionnaire ? C'est toi qui as tout inventé. C'est toi qui as trouvé le plan. Tu as dit que maman était vieille et qu'elle ne remarquerait rien. »« Il ment. Il ment » criait Angelina. « C'est un toxicomane. C'est un joueur. Vérifiez ses comptes. Il a tout perdu et a décidé de voler sa mère. » La scène était répugnante. 2 personnes qui, 5 minutes plus tôt, formaient une famille, des alliés prêts à s'enfuir ensemble vers une nouvelle vie, se noyaient maintenant mutuellement dans la boue, essayant de s'attirer la moindre indulgence. Anton a cessé de résister. Il s'est soudainement affaissé et s'est mis à pleurer. Fortement, en sanglotant, comme un enfant. Il a tourné la tête vers moi. Les larmes se mêlaient à la poussière sur ses joues. « Maman, maman » a-t-il gémi de la même voix qu'il utilisait à 5 ans pour demander une glace. « Maman, dis-leur, s'il te plaît, je suis ton fils. Je suis ton Antonoucha. J'ai des dettes, maman. Des gens dangereux. Ils ont menacé de me tuer. Je ne voulais pas. J'ai juste eu peur. Ne les laisse pas m'emmener. » Il a rampé vers moi, autant que les menottes et l'agent qui le tenait le lui permettaient. Le soldat a jeté un regard interrogateur à Viktor Pavlovitch. Celui-ci a hoché la tête à peine perceptiblement, et l'agent a légèrement desserré sa prise, permettant à Anton de ramper d'un demi-mètre et de s'agripper de ses mains liées au PAN de mon manteau. « Maman, pardonne-moi » sanglotait-il, le visage enfoui dans le tissu. « Je vais tout arranger. Je travaillerai pour rembourser. Mais pas la prison. J'y mourrai. Aie pitié de moi. Tu es ma mère. » Pendant une seconde, une infime fraction de seconde, mon cœur a vacillé. C'était l'instinct, ancien comme le monde. L'instinct de protéger son enfant, peu importe le monstre qu'il est devenu. Je me suis souvenu de ses petites mains chaudes quand il apprenait à marcher. Je me suis souvenu comment il dormait dans mes bras avec une forte fièvre. Mais ensuite, j'ai levé les yeux. J'ai vu ma voiture, mon « hirondelle »,
imprégné de l'odeur d'eau de javel et de trahison. J'ai vu le coin du garage où ils avaient jeté les pièces volées pour me piéger. J'ai vu Angelina, qui regardait son mari avec dégoût et haine. Et j'ai compris que le garçon dont je me souvenais n'existait plus. Il était mort il y a de nombreuses années, et je n'avais tout simplement pas remarqué son enterrement. Devant moi, ce n'était pas mon fils, c'était un voleur, un lâche et un traître, qui était prêt à vendre ma liberté pour un billet pour Dubaï pour sa femme. J'ai reculé lentement mais fermement d'un pas. Le tissu du manteau a glissé de ses doigts. Anton s'est figé, regardant ses mains vides, puis il a levé vers moi des yeux pleins d'incrédulité. « Maman ? » « Je suis une mère, Anton, » ai-je dit doucement. Ma voix ne tremblait pas. Elle résonnait d'un acier trempé dans le feu de cette nuit. Et en tant que mère, j'avais le devoir de t'apprendre la chose la plus importante. Il faut répondre de ses actes. Je te l'ai appris dans ton enfance, mais tu n'as pas écouté. Maintenant, c'est la vie qui va t'enseigner, et la leçon sera longue. Je me suis tourné vers Viktor Pavlovitch. Fais les papiers, capitaine. J'ai tout dit. Je signerai la déposition au poste. Victor a hoché la tête. Relevez-les, a-t-il ordonné aux soldats. Anton a été brusquement remis sur pied. Il ne pleurait plus. Il me regardait avec une haine sourde. Le masque de la victime était tombé, révélant son vrai visage, méchant et mesquin. Tu le regretteras, vieille salope, a-t-il sifflé. Tu crèveras seul dans cette maison, et personne ne te donnera un verre d'eau. Mieux vaut ça que de vivre avec des rats, ai-je répondu. Les agents ont commencé à fouiller les détenus avant de les emmener. L'un des enquêteurs, un jeune lieutenant, a sorti un portefeuille de la poche intérieure de la veste d'Anton et a commencé à en vider le contenu sur le capot de ma voiture. Carte de crédit, permis de conduire, reçu froissé et un document plié en 3 sur du papier épais avec un sceau bleu. Le lieutenant l'a déplié, l'a parcouru des yeux et a froncé les sourcils. Camarade capitaine, jetez un œil. Il a tendu le papier à Victor. Viktor Pavlovitch a pris le document, l'a approché de la lumière. J'ai vu son visage se pétrifier. Les muscles de sa mâchoire se sont contractés. Il a lentement levé les yeux vers Anton. Dans les yeux du vieil enquêteur, il n'y avait pas seulement du mépris, il y avait une envie de tuer. Qu'y a-t-il, Vitya, ai-je demandé, sentant un nouveau froid m'envahir le cœur. Victor a gardé le silence, comme s'il hésitait à me le dire. Puis il m'a tendu le papier sans un mot. C'était une police d'assurance. Une assurance vie. Personne assurée, Nikitina Olympiada Vassilievna. Bénéficiaire, Nikitine Anton. Date d'établissement, il y a 3 jours. J'ai parcouru les lignes en petits caractères. La somme était énorme, mais mon regard s'est arrêté sur un point, entouré au marqueur, double indemnité en cas de décès de l'assuré suite à un accident de la circulation, accident de la route. Le monde autour de moi s'est assombri. Les sons ont disparu. Il ne restait que le martèlement de mon sang dans mes tempes. Il ne voulait pas seulement me faire emprisonner s'il se faisait prendre. Il attendait que je meure dans un accident. Il me disait que les freins étaient défectueux. Pas seulement pour prendre la voiture. Il espérait que moi, vieille et inattentive, je croirais vraiment à la panne, que je paniquerais sur la route. Ou peut-être qu'il comptait aider lui-même les freins à lâcher si je n'acceptais pas de donner la voiture. Il y a 3 jours. Il l'avait souscrite il y a 3 jours. Il planifiait ma mort comme une option de rechange pour son succès financier. J'ai lentement levé les yeux vers mon fils. Il ne détournait pas le regard. Dans ses yeux, il n'y avait aucun remords, seulement de la déception. La déception d'un joueur qui vient de rater un gros lot. Emmenez-les, a dit doucement Victor. Vite, avant que je ne l'étrangle moi-même. Les soldats les ont traînés vers la sortie. Angelina a recommencé à crier pour un avocat. Anton se taisait, le dos voûté. Quand le portail s'est refermé derrière eux et que le grondement du fourgon de police s'est estompé au loin, je suis resté debout au milieu du garage, serrant dans ma main cette terrible feuille de papier. Victor s'est approché, m'a doucement pris la police d'assurance. Ça ira au dossier, l'IPA, comme preuve de préméditation. C'est une circonstance aggravante. Il va prendre cher. Très cher. Je sais, ai-je répondu. Je me sentais vide, consumé jusqu'à la moelle. Mais dans ce vide, quelque chose de nouveau naissait.
La liberté. Une liberté terrible, coûteuse, mais absolue. Allons à la maison, a dit Victor. Je vais faire du thé. Tu as besoin de te réchauffer. J'ai hoché la tête. J'ai regardé ma voiture une dernière fois cette nuit-là. Elle avait tenu bon, et j'avais tenu bon. Nous avons fermé le garage et sommes entrés dans la maison. Une longue nuit d'interrogatoire et de procès-verbaux m'attendait, mais le pire était derrière moi. J'avais survécu, et j'étais libre. 6 mois ont passé. L'hiver cette année-là a été long et neigeux, mais le printemps a finalement pris ses droits, lavant l'asphalte des restes de glace et de gadoue grise. Aujourd'hui était un jour spécial. J'étais debout dans le garage, qui ne sentait plus que la lavande et le vieux cuir. Ma berline Bordeaux brillait sous les rayons du soleil matinal. Elle avait passé un mois à la fourrière comme pièce à conviction. Mais Victor Pavlovitch, fidèle à sa parole, avait traversé tous les cercles de l'enfer bureaucratique pour me rendre ma propriété plus tôt que prévu. Jora avait passé une semaine à nettoyer l'intérieur jusqu'à une propreté stérile, avait changé tous les filtres et même refait la banquette arrière pour que rien ne rappelle cette nuit-là. J'ai passé la main sur le capot chaud. La voiture était prête. Et j'étais prête. La maison derrière moi était silencieuse et vide. Il n'y avait plus d'objets superflus, plus de photos d'Anton sur la cheminée. Je les avais mises dans une boîte et les avais montées au grenier. Pas jetées. Après tout, on ne peut pas simplement effacer la mémoire, mais je les avais mises hors de ma vue. Le procès a été rapide et sévère. La police d'assurance est devenue le clou qui a scellé le cercueil de leur défense. Anton et Angelina ont écopé de peines de prison ferme, longue. Je ne suis pas allé à la lecture du verdict. Victor m'a donné les chiffres. J'ai hoché la tête et j'ai clos le sujet. J'ai ouvert la portière du conducteur et je me suis assise au volant. Le siège m'a enveloppé de son confort familier. J'ai tourné la clé. Le moteur a répondu instantanément, ronronnant de manière régulière et puissante, comme un chat repu. Aucun bruit suspect, aucun jeu dangereux, seulement de la fiabilité. Sur le siège passager ne se trouvait pas un sac de courses ni des ordonnances de la clinique. Il y avait une carte routière. Un marqueur rouge y avait tracé une ligne épaisse traversant tout le pays, vers le sud, vers la mer, cette même mer dont je rêvais depuis 20 ans, mettant de côté chaque centime, d'abord pour les études d'Anton, puis pour son mariage, puis pour son appartement. J'ai passé la première. Le portail du garage s'est levé en douceur, m'offrant une vue sur la rue inondée de soleil. Je suis sorti de la cour, sans jeter un regard aux fenêtres de ma maison. Je savais que je reviendrais, mais ce serait une autre Olympiada. La voiture filait sur l'autoroute avec légèreté, comme si elle voulait m'emporter loin de cette ville. J'ai allumé la radio, une vieille bonne chanson sur la route passait, et, à ma grande surprise, je me suis mis à chanter. Après 3 heures de route, j'ai senti une agréable fatigue. Devant, une enseigne de café routier est apparue, Le Confort. J'ai tourné sur le parking. À l'intérieur, ça sentait le café et l'oignon frit. Derrière le comptoir s'affairait une jeune serveuse, à peine une jeune fille, avec des yeux fatigués et une mèche de cheveux rebelles. Elle se démenait entre 3 tables, confondant les commandes et faisant tomber des serviettes. Les clients, 2 routiers, ronchonnaient. Je me suis assise à une table dans un coin. La jeune fille s'est précipitée vers moi 1 minute plus tard, à bout de souffle. « Excusez-moi, on est débordé. »« Que désirez-vous commander ?»« Juste un café noir, ma chère. »« Et ne vous pressez pas. » Elle a hoché la tête avec reconnaissance et s'est enfuie. Je l'observais. Dans ses mouvements, dans ses efforts, je me reconnaissais 40 ans plus tôt. La même agitation, le même désir de plaire à tout le monde, la même peur de se tromper. Elle a apporté le café. La tasse a cliqueté contre la soucoupe. Ses mains tremblaient. « Pardon » a-t-elle murmuré. Je lui ai souri, non pas le sourire de service d'une cliente, mais le sourire chaleureux d'une personne qui comprend tout. J'ai sorti de mon portefeuille un gros billet. Bien plus que le prix du café, et plus que ce qu'on laisse habituellement en pourboire dans de tels endroits. « Tout va bien » ai-je dit, couvrant sa paume de la mienne. « Tu t'en sors très bien. » Juste un conseil d'une vieille collègue. La jeune fille s'est figée, me regardant avec surprise. « Lequel ?»« Vérifie tes rétroviseurs, ma petite, » ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. Et pas seulement dans la voiture. Parfois,
les choses les plus dangereuses se cachent dans les angles morts. Là où nous sommes habitués à ne voir que ce que nous voulons voir. Là où nous faisons confiance sans regarder. Elle a cligné des yeux, réfléchissant à mes paroles. Je m'en souviendrai. Merci. J'ai fini mon café, je me suis levé et je suis sorti. Le vent printanier m'a frappé le visage avec une odeur de liberté et de neige fondue. La clochette au-dessus de la porte a tinté, me raccompagnant. Ce son était comme le gong final. Le round est terminé. Le vainqueur quitte le ring sur ses propres jambes. Je suis monté dans la voiture, j'ai vérifié les rétroviseurs, une habitude devenue une règle de fer, et j'ai repris la route. Devant moi, il y avait l'horizon, la mer et toute une vie qui, comme il s'est avéré, ne faisait que commencer. Mes amis, voilà qui conclut l'histoire d'Olimpiada Vassilievna. Une histoire lourde, poignante et, malheureusement, effroyablement réaliste. Nous parlons souvent de l'amour maternel inconditionnel, du sacrifice, du pardon. Mais où se situe la limite au-delà de laquelle le pardon devient de la complicité, et l'amour se transforme en aveuglement? Pensez-vous qu'Olimpiada a bien agi? C'est un choix terrible d'envoyer de ses propres mains son fils unique derrière les barreaux. Aurait-elle pu faire autrement? Tenter de le sauver, de lui parler, de lui donner la voiture et de tout oublier? Ou bien la trahison d'Anton, la police d'assurance, la tentative de faire accuser sa mère, ne lui ont-elles laissé aucune chance de miséricorde? Écrivez dans les commentaires de quel côté vous êtes. Auriez-vous pu appuyer sur ce bouton de la télécommande? Cette histoire nous fait réfléchir à la fréquence à laquelle, en aimant nos proches, nous ne remarquons pas en qui ils se transforment. Nous les voyons tels que nous voulons les voir, comme de petits enfants ayant besoin de protection. Et dans l'angle mort grandissent le cynisme et la cruauté. Si cette histoire vous a touché, si elle a fait battre votre cœur plus vite, s'il vous plaît, soutenez notre chaîne, mettez un j'aime à cette vidéo. C'est la meilleure façon de nous dire merci. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires audio. Car nous avons encore en réserve de nombreuses histoires à couper le souffle. Et, bien sûr, nous attendons vos commentaires. Vos pensées, vos émotions, votre expérience de vie, c'est ce pourquoi nous travaillons. Nous vous souhaitons tout le meilleur.